Qui veut parler? Bernard Sauté. Non, je croyais qu'il avait été au PSOP. Il n'a jamais été au PSOP de Marceau-Pivert, qu'il était sur... Non, alors sur Marceau-Pivert, quand il a fini par suivre ses copains de que faire à la SFIO, parce qu'il a eu du retard à l'allumage. Hein, il ne se sentait pas bien là. Ferrat et Gilbert c'est Kagan. Ils ont adhéré avant. Bon, la question c'est de savoir dans quoi à la SFIO. Bon, elle l'a dit très justement, il a été à bataille socialiste, Iromsky, etc. Pourquoi? Parce que ce qui le gênait sur Pivert, c'est que Pivert était pacifiste. Et qui n'était pas un pacifiste. Et c'était même une des raisons originelles du groupe Que Faire. C'est-à-dire que faire, dès la réoccupation de la rive gauche du Rhin, ils étaient pour la guerre tout de suite et à outrance, tant qu'on peut l'écraser. Hein. Alors c'était une position absolument ultra minoritaire, c'est tout à fait sûr, mais c'était une de leurs convictions. C'est même originel, quoi. Ils étaient contre la ligne de la troisième période, c'est-à-dire maintenir des candidats contre les socialistes pour le second tour, quoi, classe contre classe, comme on disait. Hein. Mais il y avait ça aussi. Et alors, ça vient... Leur premier doute, si je me souviens bien, parce qu'il m'a raconté dans l'ordre, les ordres, etc., chers camarades, etc. Bon, leur premier doute, ça date de... Moi, je ne connaissais pas ça, ce qu'il appelle le plébiscite rouge. C'est-à-dire, je crois que c'était en Prusse, les communistes il y avait un référendum d'initiative populaire en Prusse pour battre la social-démocratie. C'était 31, je crois. Et c'est là c'est le premier cran de la rupture. Parce que pour lui c'était carrément suicidaire, quoi. C'était de la folie furieuse. Évidemment ça s'est aggravé depuis. Et puis après il y a eu l'affaire de la troisième période. C'est pas venu tout de suite, hein, parce que ils étaient très très bolcheviques, hein, corps et âme. Et le deuxième cran, si tu veux, il était à Marseille, je crois. Où il organisait des cours de marxisme, hein. Et il y a eu une manifestation contre la guerre, en 28 ou 29. Ouais. La crise vient contre la guerre, défendre l'URSS. Et il y avait plus de flics que de manifestants. Et commençait à trouver quand même qu'il fallait agir, quoi. Et Ferrat aussi, ainsi que Kagan. Je l'ai pas dit, mais Kagan, c'était un agent c'est un agent du Comintern chargé des questions coloniales. D'ailleurs, il était extrêmement lié avec les représentants du Comintern, parce que quand ils arrivaient à Paris, ils vivaient chez lui pratiquement. Oui. Bon, il était copain avec Fried aussi. Et puis même si Fried a fait semblant de ne plus le connaître quand il est parti. Bon, enfin bon. Alors. En tout cas, pour Pivert, c'est ça. C'était la question du pacifisme. Ça a été très loin, lui, hein, parce que il dit pendant la guerre, pendant qu'il était troufion, quoi, pendant la guerre, hein, comme tout le monde. Hein. Il a dit, j'ai fait front commun pendant un moment avec le seul type qui était d'accord avec moi, parce que les autres ne voulaient pas se battre, il était à l'Action française. Et il a dit, dans ces cas-là, on ne discute pas, on fait en commun. Bon. Alors, après la guerre, tu ne l'as pas dit, mais bon, dans la Fédération du Rhône, ils étaient majoritaires. C'est Ferrat qui tenait les... Ferrat était un organisateur né. Hein, et ils avaient le contrôle de la fédération. C'est-à-dire ils étaient minoritaires nationalement, mais ils étaient majoritaires dans le Rhône. Et il explique dans La Flamme et la Cendre qu'il s'est gouré, quoi. Il pensait qu'ils étaient majoritaires dans le Rhône, puis ils seraient majoritaires bientôt, quoi. Bon, et il en fallait un leader. À l'époque, Mollet jouait ce jeu-là, quoi. Il a toujours joué plus ou moins ce jeu-là, sauf que c'était plus crédible au milieu des années 50. Mais moi, je me souviens, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, qu'il voulait
lançait des débats avec le Parti communiste sur la dictature du prolétariat. Il avait peur de rien. Il était pour travailler avec eux sur la dictature du prolétariat en même temps qu'il torturait en Algérie. C'est peu compatible, mais enfin pour lui, c'était pas totalement incompatible. Bon. Alors ça n'a pas tenu longtemps avec Mollet, parce que Mollet c'est rapidement découvert, quoi. Alors faut dire aussi que c'est la période, c'est le début de la guerre froide, quoi. C'est 47, quoi. Hein. À ce moment-là, il a eu des ennuis. Quand il était à Combat, parce qu'il était rédacteur en chef de Combat, hein, c'est Bourdet qui l'a appelé, bon, qu'il avait connu pendant les mouvements de résistance, hein, les murs. Et le problème, c'est ce qu'il avait avec Combat, c'était le journal de Camus. Or, il y avait des gens là-dedans qui étaient totalement à côté, loin de ce qu'ils pensaient. Et il avait beaucoup de mal. Hein. Et il était souvent très critiqué, de tous les côtés. C'est-à-dire critiqué quand il prenait trop de distance avec l'Union soviétique, même Bourdet d'ailleurs. Et critiquait aussi parce qu'il s'occupait, il était magnifique, une ligne révolutionnaire, quoi, ça ne convenait pas. Et quand il en a eu vraiment assez, il a eu la possibilité de rentrer à la RTF, il est rentré par Claude Gaiman, qu'il avait connu comme élève de lui quand il enseignait le marxisme au PC. Gaiman, elle passait par là. Oui. Oui, deux choses. D'une part, puisque tu viens d'évoquer Combat, je crois me souvenir que dans ses mémoires, il dit que à Combat, en particulier le secteur international de Combat, était dirigé par quelqu'un qui était très pro-soviétique, oui. Et que ça lui a causé beaucoup de problèmes. Mais en même temps, et je pense que c'est un aspect qui n'a pas été beaucoup développé, en même temps, ça l'a progressivement amené à devenir neutraliste, à se placer sur des positions politiques, sur le plan international, progressivement neutralistes. Et il développe ceci, effectivement, largement à partir de la période de Combat. Ça correspond d'ailleurs à la naissance du neutralisme en tant que courant international. Sinon, la deuxième remarque, c'est que avec l'affaire du Mollet et le congrès de 1946, se découvre une des caractéristiques quand même de Victor Faye. Tactiquement, il n'était pas très bon. Il s'est gouré assez souvent. Il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, qu'il s'est gouré, et il s'est gouré sur l'affaire du congrès de 1946. Il avait expliqué pourquoi, profondément, c'est que la Fédération du Rhône, et c'est Féral, je pense, cherchait un allié de poids à l'intérieur pour être majoritaire, à l'intérieur de la SFIO. Et bon, il y avait deux grandes fédérations, traditionnellement, elles sont restées jusqu'au bout d'ailleurs, les Nord et les Bouches-du-Rhône. Et la troisième, qui était importante aussi, c'était le Pas-de-Calais. Et donc, là-dedans, il y avait ce Guy Mollet qui se caractérisait par un langage à gauche, etc. Et ils se sont dit qu'avec ça, ils allaient pouvoir prendre le parti. Et c'est une des erreurs tactiques, il en a fait bien d'autres, notamment en 1980. Bon, ça sera des remarques, je vais pas arrêter, mais tu n'as pas parlé de son attitude par rapport au procès en URSS. C'est quand même quelque chose d'un peu gros donc, pour lui. Justement, c'est le moment où parce qu'il n'a pas été foutu à la porte, il a démissionné. Bon, il y avait des précédents, mais il a démissionné quand il a appris, il était malade à ce moment-là, il se reposait en Suisse, je crois, détail, on s'en fout. Il a appris par la radio, tout simplement, que Zinoviev et Kamenev avaient avoué dans leur procès qu'ils étaient des agents du deuxième bureau japonais. Il s'est dit, alors non, c'est plus possible. Hein, c'est plus possible. Cela dit, il avait déjà pris de longues distances. En fait, il y a un moment qui est d'ailleurs émouvant dans ses mémoires. Quand il avait beaucoup de doutes, il a rencontré à Paris
un agent du Comintern qu'il connaissait très bien, parce qu'il était d'origine polonaise, ils avaient milité quand ils étaient tout petits ensemble, qui s'appelait Pourman. Et il a osé, parce qu'il était vraiment ami avec Pourman, lui exposer ses doutes. Hein. Pourman lui a dit, en dehors du parti, il n'y a rien. Et quand il est rentré à l'hôtel Luxe, une semaine après, il s'est jeté par la fenêtre. Et oui, c'était. Alors, il s'est jeté ou on l'a jeté, mais enfin bon, le résultat est le même. C'était bien avant 36, hein, donc il avait déjà beaucoup de doutes. Mais c'est pas quelqu'un qui rompt facilement, Victor. Hein. Moi, j'insiste un peu. Bon, c'est une simple incidente, mais dans ces années 50, et c'est FIO, il y a une date quand même, c'est pas simplement il y a l'Algérie, il y a une composante importante pour lui, c'est les conseils en Pologne et les conseils en Hongrie. Hein. C'est-à-dire que naît quelque peu dans son idée, si tu veux, et comme je l'ai partagé beaucoup plus tard, l'idée d'une conjonction d'un mouvement démocratique révolutionnaire d'inspiration conseilliste dans les pays de l'Est, et la même chose en France, et entre nous soit dit, après 68, c'est à ça qu'ils songeaient, quoi. Bon, voilà. Moi, sans revenir sur cette période que je ne connais pas du tout, moi j'ai croisé Victor Fay à plusieurs reprises, et une fois j'ai eu l'occasion de l'emmener parler devant des jeunes. Oui, je l'ai emmené parler devant des jeunes. Je suis venu le chercher à Paris. Il y avait en gros 1h30 de voiture, et je l'ai ramené le soir, et donc on a parlé tout le temps, et je l'ai entendu le soir là. Il était quand même assez affirmatif sur son appartenance au Comintern. Il s'était présenté comme cadre supérieur du Comintern, envoyé en France avec l'équipe de Fried, et il s'est présenté comme ça en tout cas. Et pour son départ du Comintern, il nous a dit, enfin moi j'ai un souvenir très précis parce que ça m'avait marqué, il nous a dit qu'il avait eu l'occasion d'avoir un contact avec Manouski. Oui, Manouski. Et que Manouski lui avait donné un livret de marin et un billet de train, et qu'il était reparti sur un bateau. Donc, et c'est là qu'il a décidé de rompre. Moi, voilà, hein, c'est un témoignage oral, mais de lui directement. Enfin, c'est pas. Je ne sais pas comment le situer. Est-ce que vous pouvez l'éclairer, quoi? À la fois sur son appartenance au Comintern, il racontait par exemple. Sincèrement, il n'a jamais été au Comintern. Il était l'interface entre le Parti communiste, la direction communiste française et le Comintern directement, puisqu'il se réunissait chez lui. Hein. À l'intérieur du Parti communiste, quand il a dirigé toutes les écoles et travaillé pour les cahiers du bolchevisme, etc., on le considérait comme l'œil de Moscou, quoi. Mais il n'était pas agent du Comintern. Il n'a jamais été agent du Comintern. Mais on allait à Moscou, parce qu'il a dit qu'il était à Moscou dès 24 et qu'il a pris le Comintern. En tout état de cause, il dit toujours qu'il a eu une chance inouïe de choisir la France au lieu de choisir la Russie quand il a quitté la Pologne, parce qu'il était poursuivi, parce que ses copains qui avaient choisi Moscou, ils en sont jamais revenus, quoi. Et il a dit c'est purement un hasard. D'avoir choisi. Dans le sens, il n'y a rien qui indique qu'il soit allé à Moscou avant d'aller en France. Non, je crois pas. Je veux dire, comment il n'était pas cominternien en tous les cas. Pour quelle raison il avait dit ça? Parce qu'il y avait une légende dorée sur lui, sur Crépeau. Hein. Crépeau et Naville étant secrétaire de Trotsky, et Victor Fay aurait été secrétaire de Lénine. Hein. Non, mais ça se disait à l'époque dans le PSU, hein, moi je m'en rappelle. Et donc on lui a posé la question. Et il a dit, non, moi je n'ai jamais connu le vieux, parce que la première fois que je suis allé à Moscou, c'était fin 24, et il était déjà mort. Oui, il a répondu comme ça. Il a été, quand il était encore militant en Pologne, il a été pour une réunion, mais il n'a jamais été agent du Comintern. Par contre, il était comme cul et chemise avec eux, parce qu'il a milité avec eux, quoi. C'était des copains, si j'ose dire, comme je suis copain avec Barali sous la courte, quoi. Ou Gravenel. C'était de plein pied, quoi. Cela dit, quelquefois dans les amitiés, il est bizarre. Parce que, il explique qu'il n'aime pas être numéro un. Il se met toujours
Il enseigne le marxisme-léninisme, etc. Enfin, il ne se met pas devant. Hein. Il n'aime pas ça. Bon, et son mentor politique, aussi bien pendant la période que faire que sous la SFI au début, c'est Ferrat, il n'y a aucun doute. Hein. Et tout d'un coup, quand on lit la flamme et la cendre, tout d'un coup, Ferrat, on n'en parle plus. Ni en bien ni en mal, il n'y a plus de Ferrat. Et j'avais regardé, je ne me rappelle plus les dates, mais en tout cas, il était vivant. Hein. Alors, d'après ce que j'ai compris, Ferrat aurait suivi David Rousset dans le RDR ou un truc comme ça. Ça lui a pas convenu. Et alors, il est terminé, on n'en parle plus. Hein. Ce que je trouve un peu outrancier, mais enfin bon, c'est comme ça. Kagan, il était mort, lui. Donc la question ne se posait pas. Oui, justement, j'étais un peu curieux de savoir comment, avec la connaissance qu'il avait du mouvement communiste international, des débats qu'il y avait eu dans les années 30, etc., comment est-ce qu'il se situe par rapport à Trotsky dans les années 30 ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est au moment de toutes ces tentatives un peu de troisième force à l'intérieur de la gauche, le RDR, comment est-ce qu'il se situe ? Le RDR, il n'a pas suivi, manifestement. Hein. C'est la rupture avec Ferrat, il n'explique pas, mais c'est ça. Hein. C'est l'approfondissement du neutralisme. Tu sais, il voulait développer un courant au sein de la SFIO. Il ne pensait pas devenir majoritaire, mais il voulait développer un courant révolutionnaire. Ça, puis on verrait bien après, quoi. C'était son problème. Alors, tu avais commencé... La première question, c'était sur le trotskisme. Oui, alors... il n'a jamais été trotskiste. Alors, quand tu lui posais la question, il se définissait, ce qui n'est pas illogique, compte tenu de ses origines, comme luxembourgiste, et ça n'allait pas entre Trotsky et les luxembourgistes, pour des quantités de raisons, entre autres parce que Trotsky était devenu super léniniste, hein, du point de vue de la théorie du parti, etc. Et quand on le titillait un peu là-dessus, il disait oh, c'est un courant autoritaire. Bon. Et il parlait évidemment de la militarisation des syndicats, etc. Bon. Alors, moi je lui ai posé quelquefois la question, j'ai jamais été trotskiste non plus, donc je n'insistais pas particulièrement. Mais je lui ai posé, je lui ai dit, enfin quand même, quand il y avait la chasse aux trotskistes, tu faisais quoi ? La plupart du temps, il changeait de sujet de conversation, donc je ne peux pas te dire ce qu'il disait. Autrement, il disait front unique avec Staline. Front unique, ça veut dire que tu ne te confonds pas avec lui, mais enfin, tu ne vas pas contre, quoi. Hein. Bon, je réponds objectivement, c'est ce qu'il disait. Bon, ça n'a pas empêché quand même que... Parce qu'en même temps, les positions qu'il avait... On a milité, il a milité avec les trotskistes comme tout un chacun, sans demander la carte d'identité aux gens, une fois à la SFIO et au PSA et au PSU. La question ne se posait pas dans ces termes-là, mais il ne se confond pas, si tu veux. Il pouvait, par exemple, avoir une admiration comme théoricien pour Naville, par exemple. Il pouvait être d'accord à tel ou tel congrès pour un amendement Crépeau, mais il ne se confondait pas. C'est pas la même chose. Alors, il faut dire qu'il y a eu des écarts. Moi, je suis adhéré au PSU en 68, donc je ne connais pas tout ce qui s'est passé avant, et il s'est passé beaucoup de choses. Je ne sais pas quelle était l'attitude de ceux qui se définissaient comme trotskistes à propos de l'Algérie et des porteurs de valises. Dans ses mémoires, Victor dit qu'il n'a pas pris cette position-là. Il était pour la fraternisation des soldats en Algérie. Et il dit explicitement, j'ai dit une connerie, parce que c'était pas faisable, je me suis complètement gouré. Il le dit clairement. Alors je suppose qu'il y avait un écart là, avec les trotskistes, puis j'en sais rien. Hein. T'y étais, toi ? Non, oui et non, je n'étais pas dans ce cours-là. Ce que je ne connais pas, c'est sa position par rapport au MNA, par rapport au mouvement des Messaï Raj. Il a formé l'étoile du Nord. Est-ce qu'il a admis
la liquidation du MNA. Non, sûrement pas. Sûrement pas, mais il n'écrit pas. Dans les mémoires, ça y est pas. Oui, c'est un sacré problème. Puis, poser une question, j'en profite, je monopolise. C'est la question de la vision qu'il a du système soviétique par rapport au concept de totalitarisme. Ça a été quand même un débat postérieur, bien sûr, mais quand même, est-ce qu'il a dit quelque chose là-dessus sur la nature du système soviétique? Bon, c'était quand même un débat qu'il y avait, surtout dans la branche, évidemment, les sociobarbares, c'est la barbarie, les castorianistes. Mais quand même, il y a eu un débat sur la nature du système soviétique qui a beaucoup divisé l'extrême gauche à l'époque. Je ne sais pas quelle est sa réelle position sur ce sujet-là, qui est quand même énorme. Et en même temps, est-ce qu'il a connu, il a dû se connaître, mais comment il réagissait par rapport à ce qu'a raconté Victor Serge dans les souvenirs de la révolutionnaire? Parce que finalement, c'est exactement cette période où il a parallèlement suivi l'Union soviétique. Donc, parce que Victor Serge, n'oubliez pas, était représentant du Parti communiste français à l'international communiste. Il connaissait tout le monde, Victor Serge. Tout le monde, aussi bien Lénine, Staline, que les opposants, les mencheviks et les opposants bolcheviks. Donc, comment il a, comment dirais-je, théorisé la nature du système soviétique? C'était ça mon problème que je développe, que je découvre un peu finalement dans certains de ces aspects. Le totalitarisme, ça fait pas partie de ses références conceptuelles. Il n'utilisait jamais le terme. Hein. Ça n'apparaît pas dans ses écrits. Non, mais même oralement, il l'utilisait jamais. Je pense qu'il ne se faisait aucune illusion sur le caractère totalitaire de l'URSS, mais il n'utilisait pas le terme. Et quand il a, au moment où il rompt, disons au milieu des années 30, pour simplifier, sans fixer une date précise, il y a un moment où il dit il faudrait quand même que je m'interroge. Sa réponse, à mon avis, elle était fausse. Hein. Il le pense aussi, mais il n'en donne pas d'autres. Hein. Il disait Staline, c'est un phénomène bonapartiste qui est un peu simple. Qui reprend le vocabulaire trotskiste à une époque, quand il parle de dégénérescence. Oui, dégénérescence de l'État ouvrier, Après, il parle d'impérialisme, de colonialisme après la guerre. Mais c'est vrai que pour l'Union soviétique. Oui. Ah oui. Il va dire par exemple que c'est pas en dénonçant le colonialisme chez les autres, quand on le fait chez nous, ça ne marche pas. Enfin, voilà. Des choses comme ça qui reviennent. C'est un parti fermé, sectaire, sans liberté d'expression, enfin sans expression. Est-ce qu'il a espéré qu'il y aurait une démocratisation? Oui, mais pas c'était pas tout à fait ça. C'est-à-dire, ce qu'il pensait, c'est que pouvait émerger dans les démocraties populaires, je ne parle pas de la Russie, hein, dans les démocraties populaires, d'ailleurs ça a eu lieu, des mouvements ouvriers de type conseilliste, à partir desquels on pourrait faire quelque chose. Alors, quelque chose, oui, à condition qu'il ne soit pas écrabouillé, le problème c'était ça. Je pense qu'après 68, c'était ça qu'il avait dans la tête, c'est-à-dire une conjonction d'un mouvement comparable à mai 68, si tu veux, ce qui s'était passé, ce qui s'est passé plus exactement à Prague ou avant en Hongrie. Mais il ne pensait pas que ça puisse venir d'en haut, ça sûrement pas. Il ne croyait pas du tout à ça, non. Pas dans celui-là, dans Contribution à l'histoire de l'URSS, dans ces derniers articles, il y a cet espoir en tout cas d'une démocratisation possible sur l'URSS. Ah oui, non, mais ça c'était la démocratisation, parce que c'est mieux la démocratie que le système soviétique. Non, mais là, il préférait Gorbatchev et le marché, plutôt. Non, mais ça, quand t'as vécu là-bas, faut que il parlait pas de totalitarisme, mais il savait très bien ce que c'était. Je termine mon numéro. Après, on peut interroger ce choix. Par rapport à son attitude à l'intérieur du PSU entre 64 et 67. Bon, il était dans le courant minoritaire. Je faisais partie d'ailleurs avec Popren. Et il animait un journal qui s'appelle L'Action. Et qui signait ses articles sur l'Union soviétique, d'ailleurs, souvent, Victor Masson. Et d'ailleurs, pour ce journal, où il y avait des trotskistes, il y avait Jean-Marie Vincent, il y avait
Leptreux, enfin, toute sa petite troupe. Et ils aimaient bien. Ils aimaient bien, en général, Victor Fay et ses articles sur l'Union soviétique. Il n'a jamais été contesté pour ses articles par les trotskistes de la rédaction d'Action, peut-être parce qu'ils n'avaient pas autre chose à lire. En tout cas, le climat de coexistence, on peut dire, avec les trotskistes, le courant, quelques individus, Jean-Marie Vincent, en tout cas, était plutôt très bon. Et il s'entendait très bien avec Jean-Marie Vincent. Alors, tu évoques Popren, là. C'est un problème, Popren, parce que je sais que... Bon, il ne s'est jamais caché d'appartenir, d'ailleurs, il le dit, au courant Popren, etc. Il trouvait d'ailleurs qu'il était très intelligent, mais il ne cachait pas non plus qu'en définitive, ils n'avaient pas grand-chose de commun. Si tu veux, pour lui, Popren est un centraliste autoritaire. Hein. Lui, quand même très tôt, au tout début, dans les années 44-45, à la SFIO, il était pour le multilinguisme en France, l'autonomie régionale, etc. Oui, ça fait... Ah, mais c'est une des raisons pour lesquelles, assez curieusement, quelquefois, il brandit Lénine pour l'indépendance de la Pologne. Moi j'ai toujours trouvé ça assez ridicule, mais c'était quand même, en tout cas il était parfaitement conscient là-dessus, de la position avec Popren. Alors pourquoi il était avec Popren? Parce que Popren était militaire, il a toujours été militaire. Cela dit, il ne l'a pas suivi. Par contre, quand on est rentré au PS, c'est-à-dire nouveau parti socialiste, nouveau si on veut. Bon, moi j'y étais parce que j'ai le sentiment qu'il fallait bien être quelque part. Quoi. PSU j'aimais beaucoup, mais je trouvais qu'il était mort. Quoi. On ne fonctionnait plus, il n'y avait plus de laboratoire d'idées, c'était fini. J'ai été là, faute de mieux, pour militer dans ma section, tout bêtement, m'occuper des sans-papiers ou des trucs comme ça, et puis éventuellement, pour mieux, si on me proposait mieux. Et il m'a beaucoup reproché d'être aussi peu ambitieux. Il m'a dit, il faut que tu milites beaucoup plus haut que ça, camarade. Bon. Et il m'a traîné chez Popren. Hein. Et Popren m'a demandé, moi je ne connaissais pas du tout Popren, je connaissais son nom, etc., mais je ne connaissais pas le personnage. Popren m'a demandé ce que je voulais. Et je lui ai dit rien, quoi, en gros. Je lui ai dit rien. Il m'a dit, mais tu pourrais écrire pour l'unité. Je lui ai dit oui, quand j'ai quelque chose à dire. Et Popren n'a pas apprécié ça du tout, non pas parce qu'il me trouvait amateur, mais parce qu'il pensait que j'avais des hautes ambitions, au contraire, que je me dissimulais. Alors que c'était absolument pas ça. Non, je voulais pas m'en mêler, quoi. D'ailleurs, je ne veux toujours pas m'en mêler, mais de toute façon, on ne me le demande plus. Oui. Je voudrais revenir sur la période de la SFIO. Vous avez évoqué les problèmes qui ont divisé la SFIO à différentes périodes. Vous n'avez pas évoqué la CED, la question européenne. Oui. Ils étaient contre. Pas tous, les SFIO étaient partagés. Oui, je veux dire, en tout cas, les Victor Fay, Savary, Depreux, ils étaient tous contre. Je crois qu'il était contre. Hein. Il n'en a jamais parlé, mais je crois qu'il était contre. Par contre, plus tard, il aurait été pour. Ah bon. Oui. Parce qu'il est pour. Quand je l'ai connu sur la question européenne, il était très pour l'Europe, hein. Et quand on lui disait, mais regarde ce qu'ils font, Bruxelles, etc., il me dit, oui, bah écoute, en tout état de cause, c'est pas en sortant qu'on fera mieux l'Europe. Hein. Et non, ça là-dessus, il n'y avait pas de problème. Mais je pense que la CED, il aurait été contre, comme beaucoup de gens, y compris dans les différentes composantes originales du PSU. C'était une des positions de Mendes, il a rompu là-dessus. C'était pas évident, parce que pour eux, à l'époque, aujourd'hui, ça nous paraît, ça sonne pas de la même façon, mais c'était aussi le réarmement allemand, quoi, c'est ça. Bon, moi je me souviens quand, parce que ça me faisait rigoler, ça par contre, quand
de Paquis et compagnie, ils ont adhéré sur leur organisation, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, CIC, non, c'est une banque, ça. Enfin ça ressemble à ça. Quand ils ont adhéré, il y avait parmi les adhérents, il y avait Vigier. Or Vigier, il parlait toujours de l'Europe comme le réarmement allemand, à l'époque, ce qui était totalement inopérant. Mais je pense qu'à l'époque du débat sur la CED, c'était beaucoup plus présent que ça. Même l'armée allemande était encore commandée par des anciens généraux nazis. Il y avait l'histoire de Absolument. Speidel et tout ça, c'était intenable. Et Bourdet s'est beaucoup battu là-dessus. Mais là-dessus, je pense que Victor et Bourdet étaient d'accord. Jean-Marie, je reviens sur les questions relatives au lien avec le Comintern. Puisqu'il avait des liens, qu'il était représentant, qu'il recevait les gens, on doit pouvoir trouver des traces dans les archives. Dans les archives et notamment soviétiques. Les archives oui. à Moscou. Oui, probablement. Bah écoute, j'ai pas été à Moscou pour le faire. Elle peut faire Il faudrait que quelqu'un en fasse son objet. On n'avait pas trouvé de dossier à son nom dans Victor Fay. Mais parce qu'il s'appelait pas Fay d'abord. Oui, même Feigenbaum. Il s'appelait Feigenbaum, il a pris le nom de Fay parce que pendant la guerre en Haute-Loire, pendant un moment, il a habité une ferme dans un village qui s'appelait Fay quelque chose. Oui. Fay-sur-Lignon, quelque chose comme ça. Donc comme il s'appelait Feigenbaum, Fay. Bon. Autrement, les pseudos qu'il prend, le plus fréquent, c'était celui dont tu as parlé, qu'il prenait d'ailleurs même quand il n'était pas clandestin, c'est-à-dire Victor Masson. Mais il prenait des surnoms aussi que d'autres utilisaient, donc c'est très difficile de trouver qui fait quoi. C'est-à-dire Picard, Normand, Breton, tout le monde sait que ce sont des pseudos. Il a quand même vécu jusqu'en 1931, il n'avait pas de papier. Et ensuite, il a eu un procès en dénationalisation, très très vite après avoir été nationalisé, parce que il appelle ça l'affaire fantôme, ou un truc comme ça. On avait trouvé des tracts antimilitaristes où on parlait de Victor Fay, donc on l'a pas loupé. Et il s'en est sorti bizarrement, parce que vraiment je trouve ça bizarre. Il avait parmi les communistes français avec lesquels il avait un bon rapport, il y avait Fréville, le type qui a fait le Fils du peuple. Bon. Et il est resté copain avec Fréville. Et Fréville est resté copain avec lui jusqu'au bout. Et Torres prenait des nouvelles de Victor Fay par l'intermédiaire de Fréville. C'est Fréville qui était, je ne sais pas par quel hasard, mais Fréville était lié avec de Monzy. Qui était ministre de l'Intérieur, et c'est de Monzy qui a arrangé le coup à condition qu'il joue une certaine comédie. Donc il faisait une thèse sur je sais pas quoi, les banques d'affaires en France. Puis ça a marché. Bon. Ils l'ont planqué aux éditions sociales à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il est devenu salarié officiel des éditions sociales, où il a eu plein d'ennuis parce qu'il a osé publier des textes que tout le monde cite aujourd'hui. Tu vois, par exemple, le recueil œuvres philosophiques aux éditions sociales de Marx. Un petit recueil comme ça. C'est lui qui l'a édité pour la première fois. Et il a été mis en cause. Parce que, initialement, l'Union soviétique voulait publier un gros truc comme ça. Il a élagué. Alors, dans les c'est pas une bizarrerie, c'est assez classique, mais dans les polémiques avec les autres marxistes, il y a des règlements de compte très sévères avec Engels aussi. Il commençait très souvent en disant Marx et Engels, c'est pas la même personne. Et Marx, Engels et Lénine, ça n'a rien à voir avec la Sainte Trinité. Oui, il tenait beaucoup. Comme disait le militant communiste de la région, c'est très important de connaître l'œuvre de Marx et de sa femme Angèle. Ça, c'était vraiment de connaissance. Je n'ai pas été formé par Victor Fay. Sur la période
de la fin de la SFIO, de la création du PSA, est-ce qu'on peut dire qu'il a joué un rôle important ou pas important? Je crois qu'il n'était pas si important que ça, parce qu'en fait, le PSA était composite, bien entendu, mais si on raisonne en termes de groupe, moi j'y étais pas. Il a représenté une minorité de la minorité. Hein. C'était pas. Si tu veux, il était écouté parce que tous ceux qui avaient plus ou moins suivi ses cours sur le marxisme ou ses machins de formation connaissaient Victor. Et il connaissait Victor et il avait beaucoup de séduction, tout, chacun sait. Mais par contre, sur le plan des positions politiques, il était... on peut pas dire qu'il pesait si lourd que ça au PSA. La majorité du PSA était bloomiste. Oui, oui, absolument. pas. Moi, ça me pose une question qui est, disons, culturellement, quand il se retrouve face au courant, disons, chrétien de gauche, à la CFTC qui va devenir la CFDT, à tous ces courants non marxistes, comment est-ce qu'il les considère? Écoute, je te dirais franchement, il s'étonne lui-même, hein, parce qu'a priori c'est pas évident. Il considère que dès lors qu'on est d'accord sur les objectifs, le reste on s'en fout éperdument. Il me dit le seul problème que j'ai, c'est que quelquefois je comprends pas ce qu'ils disent, mais ça doit être réciproque. Mais franchement non. En tout cas, passer le début des années 50, pour lui, c'est pas un problème. Et il a eu aucune difficulté avec ça au PSU, mais c'est vrai qu'il y avait souvent des écarts en pratique. Mais enfin, pas seulement lui. Si tu veux, par exemple, moi j'ai estimé pendant un moment qu'il y avait une tendance au PSU que je trouvais particulièrement négative, d'ailleurs, que j'appelle les rocardo-maoïstes. C'est parce que j'étais pas d'accord avec la façon dont Rocard voyait les choses, c'est-à-dire, en quelque sorte, déborder le PS, enfin la SFIO et le PC à droite et à gauche, à la fois. Hein. Il s'appuyait en particulier, il y avait beaucoup de gauchistes issus du christianisme, hein, et généralement il y en a beaucoup qui sont passés chez les maoïstes, hein, c'est sûr. Alors ils sont passés chez les maoïstes, mais quelquefois ils sont revenus, hein, et ils sont pas... Dans le courant contemporain des gens en action, ils n'ont pas vu analyser l'évolution de la CFDT. Il n'y a aucun article de CFDT dans ce cas-là. Non, et ça c'est sûr, parce que c'était pas son truc. Mais néanmoins, à la fin de sa vie comme syndicaliste, oui, il était FO, mais à la fin, il a rendu sa carte, il est rentré à la CFDT, il a fini à la CFDT. À cause de l'autogestion, tout simplement. Comment il s'appelait, j'arrive plus à me rappeler son nom, il avait parlé à Charletti, le gars qui représentait FO Chimie. Non, Krumnov c'était la Non, mais je parle des FO. Labi. Maurice Labi a fini par adhérer à la CFDT aussi. Il a unifié les fédérations, effectivement. Oui. Oui, dans le même ordre d'idée, par rapport à Mendes France, est-ce qu'ils avaient des affinités, des hostilités? Aucune. Mendes France, pour lui, c'était le bon démocrate. C'est un personnage politique, en gros, qu'il fallait soutenir. C'est le prototype de l'homme de gauche, républicain, sympathique, mais enfin, il n'a rien à voir avec la révolution socialiste. Enfin, Rocard était quand même assez proche de Mendes, si je ne me trompe pas, sur certains points au moins. Non? Oui, mais écoute, oui, mais quand même, je pense pas qu'il y avait le... Mais, pour dire, Rocard avait, pour différentes raisons que je peux pas tout expliquer, moi je rentre pas dans la psychologie de Michel Rocard, mais Rocard avait une admiration absolument sans borne pour Victor Fay, ce qui ne voulait pas dire du tout qu'ils étaient d'accord. Et ça date de l'époque où, comme dirigeant
des étudiants à SFIO quand il était à Sciences Po. Il suivait des enseignements de Victor Fay chez lui, d'ailleurs. Et c'est resté très longtemps. Victor Fay aimait beaucoup, quand je l'ai connu, il arrivait à avoir une idée assez claire de ce qui se passait au téléphone, parce qu'il n'était pas en bonne santé. Donc il y avait des coups de téléphone qui duraient des heures, hein, et parmi les gens à qui il téléphonait sans arrêt, il y avait Popren et Rocard. Et Rocard lui téléphonait aussi. Hein. Et bon, j'ai raconté ça tout à l'heure, mais je peux le raconter encore, parce que ça montre qu'il y avait entre eux, malgré les désaccords, c'était en désaccord sur pratiquement tout, il y avait une tendresse, si j'ose dire, au congrès de Toulouse, où le PSU a adopté le programme du contrôle à l'autogestion. Bon, on venait de se séparer, ou plus exactement, ils étaient partis des Mao, tout ça. Bon, la gauche est partie, bon, on était en slip, ça, il n'y a pas de doute. Et au congrès de Toulouse, on avait plus ou moins élaboré des amendements, etc. Puis à la commission des résolutions, il est venu au début, puis il est allé se coucher, puisqu'il avait des problèmes cardiaques. On s'est déballonné. Hein. C'est-à-dire que, contrairement à l'habitude, à 3h du matin, on n'a pas fait un amendement pour se compter. On a dit, on ne fait pas d'amendement pour se compter. Bon. Et quand il est revenu le lendemain matin, Victor, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne se compte pas? J'ai dit, mais parce qu'on va se faire écraser. Oui, je comprends, mais on doit pouvoir faire quelque chose. Bon. Il est allé voir Rocard. Ça a duré pour plus de 10 minutes. Hein. Il est revenu, s'est arrangé camarade. Il dit, c'est arrangé, qu'est-ce que tu as fait? Mais on va faire un débat public devant l'Assemblée générale sur la question de l'État. Il parle et moi aussi. Et on fait l'applaudimètre, et la question c'est que c'est remis au prochain congrès, parce que les sections n'ont pas pu en discuter. Je dis, mais alors, surtout qu'il s'est battu sur la thématique, c'était dualité du pouvoir, ou tout le pouvoir aux soviets, quoi. En gros, c'était ça, hein. Le pouvoir est un, etc. Bon, et a priori, il n'y avait pas photo. Hein. L'écrasante majorité de la salle était pour Rocard. Mais à l'applaudimètre, il a été plus applaudi, parce que Victor, il savait y faire. Hein. Et ça s'est fait parce que Rocard l'a bien voulu. Autrement, c'était pas. Rocard disait non, il n'y avait pas. C'est tout, ça n'allait pas plus loin. Hein. Et il se doutait qu'il y aurait un problème. Hein. Il est pas, et quand j'ai fait, bon, ça se trouve comme ça, j'ai fait un séminaire enfin non, on peut pas dire un séminaire, enfin une réunion publique en tant qu'universitaire sur la question des rapports entre la Turquie et l'Europe. Et les Turcs avec qui je faisais ça, d'ailleurs qui était l'initiative, amenaient des anciens ministres en pagaille. Et j'étais un peu embêté parce que j'avais rien sous la main comme ça. Et j'ai demandé à Rocard d'intervenir. Il était député européen à l'époque. Et comme j'étais pas sûr que Rocard se souvienne de Maldan, parce qu'il y avait entre nous soit dit aucune raison, hein, j'ai demandé à Carcassonne, qui était enseignant comme moi à Nanterre et qui était bras droit ou gauche ou du centre, je sais pas, je dirais plutôt droit, de Rocard, de lui dire quand même que ça serait pas mal. Bon, il est venu. Hein, il est venu les 2 jours. Donc, bon. Et à un moment, à table, je vais laisser traîner comme ça le mot faille. Ses yeux sont illuminés, il me dit un éveilleur. Il y avait une admiration pour Victor, il n'y a aucun doute. De l'autre côté, non, il y avait une certaine tendresse, et il le trouvait très intelligent, mais pour lui, politiquement, c'était pas du tout la même chose. Hein. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de confusion entre eux. Hein. Alors pourquoi il y a des écrits critiques même. Comment ? Il y a des écrits critiques de Victor Fay sur Rocard. Ah oui, non mais ça, il s'est jamais dissimulé. Pas critique sur le plan politique seulement, mais aussi sur la personne, son avènement, etc.
Oui, mais enfin, il aurait pu dire, il l'a pas dit, mais il aurait pu dire, moi, je fais front unique avec Rocard. Il n'était pas... Si tu veux, c'est compliqué aussi, ça, parce que quand je suis passé au PS avec lui, quoi, enfin, avec lui, ensemble, moi, j'avais prévenu la section à laquelle j'adhérais, où d'ailleurs la plupart des dirigeants me connaissaient très bien, parce que c'était les anciens étudiants à moi. Et j'avais dit, écoutez, moi, je quitte le PSU, mais j'ai jamais été rocardien, ce qui était vrai d'ailleurs. Et c'était l'époque hyper dogmatique des chevènementistes du CRS dans le coin. Et il y avait, quand un rocardien, enfin connu comme étant rocardien, demandait la parole pour expliquer qu'au lieu de se réunir à 3h, on pourrait se réunir à 3h30, ou il pleut, donc on ferait mieux de se mettre dans un endroit sec, enfin une banalité qui n'a strictement rien de politique. Quand il demandait la parole, tout le bureau était inscrit derrière, il fallait qu'il demande pardon à genoux d'avoir voté pour Rocard. Et je me rappelle qu'un jour, ça m'avait beaucoup énervé, donc j'avais pris la parole en disant, écoutez, vous savez que je suis pas rocardien, et maintenant je sais que je suis les anti-rocardiens. Cela dit, c'est pas drôle, parce que ce genre de comportement, ça fait qu'une section où il y avait un peu plus d'une centaine de membres, au bout d'un an de cette plaisanterie, ou d'un an et demi de cette plaisanterie, elle était réduite à 25. C'est comme ça aussi qu'on détruit tout.